chère Madame Grenier. Vous êtes astrophysicienne, spécialiste des astres de haute énergie et du milieu interstellaire. Et puis, vous possédez des titres nombreux, prestigieux, dont je ne suis pas certaine de comprendre toute la portée. Mais vous nous éclairerez sûrement. Contrairement à nous, les terriens, vous évoluez dans le cosmos et vous contemplez notre Terre depuis la Voie lactée. Vous êtes même pris d'affection pour elle, pour sa rareté, sa fragilité, son originalité. Vous êtes venu ce matin pour nous dire les hyperboles de votre histoire d'amour avec la planète bleue, votre coup de foudre avec Gaïa. Nous sommes impatients, chère Isabelle. Cette tribune est entièrement la vôtre. Merci de l'invitation, merci de votre accueil surtout. Donc l'idée c'est de vous parler un petit peu des météos encore plus extrêmes que celles que Karine vient de présenter et de nous sortir un peu de la planète. Et si vous voulez un résumé et partir prendre un café tout de suite, en fait le résumé c'est qu'on doit avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de mise en garde. Pour l'instant, contrairement à ce que certains comme Elon Musk ou d'autres peuvent raconter, nous avons une planète qui est à la fois très commune dans l'univers, mais une rareté, et une rareté qui fait qu'on n'a pas de planète de rechange. Donc même si on veut aller s'amuser à terraformer Mars ou aller voir les planètes des systèmes extérieurs, notre technologie ne nous permet pas ça, au moins pendant quelques siècles. Donc il faut prendre soin de la Terre. Alors pourquoi je dis ça ? Je vous fais un petit résumé rapide de ce qu'on trouve dans le système solaire en termes de planètes habitables et on va faire un tour dans les planètes extérieures quand même qui sont un petit peu plus nouvelles pour vous. Les planètes du système solaire, vous les connaissez, il n'y en a plus que 8 maintenant puisque Pluton est devenu une planète naine. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'au-delà de Pluton, on découvre de plus en plus de planètes naines. Aujourd'hui, vous avez Pluton avec son satellite Charon, mais vous avez aussi Oméa, vous avez Makemake, vous avez Kawar, Eris, Setna, et il y en a d'autres qui arrivent. Donc on a beaucoup de planètes glacées aux confins du système solaire, qui ont été construites en même temps que les nôtres, qui sont plus gros, comme de la taille de Pluton à peu près, qui sont des mondes de glace, d'eau, de glace de méthane, un petit peu d'ammoniac aussi. Donc des mondes très légers, une densité qui est proche de la glace, donc proche de celle de l'eau, une densité proche de 1. Alors que dans les régions internes des systèmes planétaires dont on va parler, on a plutôt des planètes rocheuses. On a Mercure, Vénus, Mars et la Terre. Et puis entre les deux, vous avez un domaine où dans la construction des planètes, on fait essentiellement des géantes de gaz. Donc pas de surface pour nous, pour éventuellement aller se promener autour de ça, mais des dizaines et des dizaines de satellites glacés autour de ces géantes. Donc une option serait de voir ce qui se passe sur ces satellites. On va en parler un petit peu rapidement. Donc un système solaire planétaire, on imagine et on est convaincu maintenant avec ce qu'on trouve qu'on a un peu les mêmes structures partout, c'est-à-dire des planètes plutôt rocheuses près de leur étoile, des grandes géantes gazeuses dans les zones où il fait un petit peu froid, disons moins 100 degrés à peu près Celsius, et puis beaucoup d'objets petits, glacés à la périphérie. Et des changements, et ça c'est la grande leçon, ah oui, pardon, j'ai sauté, et des grandes leçons qui viennent de l'exploration spatiale. On en parlait hier dans la voiture en venant. À quoi ça sert de comprendre tout ça ? Ça nous a appris à faire attention justement au réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que sur Vénus, Terre et Mars ont dû partir avec des atmosphères à peu près équivalentes au départ, pas très différentes. Ok, Mars est un tout petit peu plus froid, Vénus un tout petit peu plus chaud, mais très peu de différence. Et la même composition d'atmosphère au départ, à peu de choses près. Or, Vénus est devenue un enfer, on va en parler dans un instant, Mars est devenu un frigidaire, et la Terre est ce qu'elle est aujourd'hui, avec un peu de réchauffement climatique qui favorise l'expansion de la vie, et de la vie humaine en particulier, mais pas trop. Donc c'est la première grande leçon des explorations spatiales, c'est qu'une atmosphère et une planète, c'est pas quelque chose d'éternel. Ça évolue, ça change, et ça peut changer assez rapidement. On va voir pourquoi. On a appris beaucoup de choses sur les atmosphères et la météorologie grâce aux explorations spatiales, notamment le fait que vous ayez un ouragan sur Jupiter qui dure 400 ans. Ça en dit beaucoup sur la dynamique de l'orage.
Le fait que vous ayez des vents sur Saturne et sur Neptune qui dépassent les 2000 km/h. Le jet stream dont on parlait il y a un instant est vraiment tout petit à côté. Donc tout ça, ça a permis au modèle qu'on utilise aujourd'hui pour travailler sur le réchauffement climatique de faire d'énormes progrès parce qu'on a forcé ces modèles à essayer de comprendre une grande diversité de situations, de température, de pression, de composition, de vitesse et d'autres. L'autre chose qu'on a apprise aussi, un exemple sur Uranus. Uranus a un côté au Soleil et un côté de nuit qui est assez long à cause de son orbite et la façon dont elle roule sur son orbite au lieu de tourner autour de son orbite. Et vous avez très peu d'écart de température entre la nuit et le jour, alors que vous devriez avoir une nuit très très froide et un jour un peu plus chaud. Il y a une circulation de l'énergie sur les atmosphères épaisses. C'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé non plus à ce niveau-là. Donc vous voyez, on a appris beaucoup de choses sur mieux comprendre la météo terrestre grâce à ce qu'on a appris sur les autres. Un point important, vous avez ici des graphes, regardez, les couleurs c'est juste des traceurs différents. En rouge la poussière, en vert le dioxyde de carbone, en bleu la température. Ici sur des centaines de milliers d'années, ici sur des millions d'années. Vous voyez surtout la gamme, je vais être un peu petite et il n'y a pas de pointeur, bon c'est pas grave. Regardez la gamme, c'est plus 2, 3, 4 degrés et moins 8 degrés à peu près. Donc vous voyez que sur des millions d'années, la température de la Terre a évolué. Elle a évolué à cause de l'orbite de la Terre et de la rotation de la Terre qui change sous l'influence des autres planètes. On a des variations d'excentricité, on a des variations de l'inclinaison de l'orbite de la Terre, on a des variations de la façon dont elle tourne sur son orbite, des cycles de 100 000 ans, des cycles de 40 000 ans et une grande descente des aires glaciaires sur des millions d'années. Mais ce sont des excursions de quelques degrés seulement. Donc quand on parle d'un réchauffement de 5 degrés, c'est monstrueux. Il faut bien se mettre ce chiffre. Ça a l'air, bon, ok, 5 degrés de plus dans la pièce, on va pas en mourir. Pour une planète, c'est monstrueux. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ces graphiques, qui sont des graphiques d'évolution naturelle de l'évolution de la température sur Terre à cause des interactions de la Terre gravitationnelle avec Jupiter, Saturne et toute la dynamique du système solaire. L'autre point qui nous a fait prendre conscience que le réchauffement climatique peut être quelque chose de très grave, c'est Vénus. Vénus est couvert de nuages, au point où on ne sait même pas encore très bien la durée du jour, la durée de rotation de Vénus, parce que vous avez les nuages à haute altitude qui sont à peu près à la vitesse du jet stream. Vous voyez, 360-400 km/h. Mais ils sont tellement épais qu'on ne voit jamais la surface de l'extérieur. Donc pour mesurer la vitesse de rotation, ce n'est pas tout à fait précis. C'est une atmosphère de CO2 et de N2, donc azote et dioxyde de carbone, avec un petit peu d'eau, un petit peu de monoxyde de carbone, de l'argon et du dioxyde de soufre, mais c'est l'enfer. 92 bars de pression au lieu de 1 bar sur Terre. C'est la pression que vous avez à 920 mètres sous l'eau. Or, vous savez que dans ces profondeurs-là, il faut quand même des équipements spéciaux pour tenir et des bathyscaphes ou des sous-marins particulièrement conçus pour tenir des pressions pareilles. 460 degrés les jours où il fait frais. Ça peut monter à 465. Donc, vous voyez un enfer, alors qu'elle est partie dans les mêmes conditions que la Terre, un tout petit peu plus chaud parce qu'elle est un tout petit peu plus près du Soleil, mais c'est notre jumelle. Même masse, même taille, même dose d'atmosphère au départ. Elle a tourné à l'enfer parce qu'elle a gardé ses gaz à effet de serre, alors que nous, on a eu la chance que la vie stocke énormément de carbone, donc de CO2 et de CO. Vous avez ici le seul endroit habitable sur Vénus, ce sont des nuages à 40-70 km d'altitude où il ne fait que 30 degrés. Mais comme ce sont des nuages avec de l'acide sulfurique, je ne vous recommande pas trop d'aller... L'air desséché. Mars aujourd'hui, c'est aussi une atmosphère de dioxyde de carbone et d'azote avec un peu d'eau et de monoxyde de carbone. Vous avez 6 millièmes de bar.
Donc c'est extrêmement ténu, c'est tellement ténu que si même il y a un peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle est soit en vapeur d'eau, soit en glace, mais elle ne peut pas exister à l'état liquide. Ça n'est pas possible pour elle. Et la température moyenne est de moins 60 degrés. À l'équateur, à midi, vous oscillez aux alentours de 0 degré. Merci. Ah oui, formidable. Comme ça, je ne suis pas obligée de projeter. Donc, moins 60 degrés, à moins d'habiter sur l'équateur, c'est pas tout à fait... Bon, c'est gérable, mais c'est pas très agréable. Et pourquoi c'est arrivé alors qu'elle est partie dans des conditions assez équivalentes de celles de la Terre? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'atmosphère de Mars a été érodée, littéralement. Comme la mer érode les rochers, comme les vents de sable érodent les pyramides d'Égypte, l'atmosphère a été érodée par le vent du Soleil. Le Soleil émet en permanence du gaz, des particules, et cette érosion a fait s'échapper une grande partie de l'atmosphère. On le voit encore aujourd'hui, vous avez ces cartes en bleu, vert et rouge qui ont été faites par des satellites en orbite autour de Mars, qui montrent, vous voyez tous les petits points autour de la planète. Mais ça, ici, ce sont des atomes d'oxygène qui sont en train de partir. Ici, ce sont des atomes de carbone, et ici, ce sont des carbones d'hydrogène, des atomes d'hydrogène, qui sont en train de s'évaporer à raison de 100 grammes par seconde. Ça a l'air ridicule, 100 grammes par seconde. Mais quand vous faites ça sur des millions d'années ou 1 milliard d'années, vous perdez l'atmosphère. Alors, comment ça a été possible? Pourquoi nous, on a échappé à ça? Pourquoi Vénus a échappé à ça, alors qu'on est plus en prise avec le vent solaire que Mars, parce qu'on est plus près? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Vénus et la Terre ont la chance d'avoir un bouclier magnétique. On a gardé notre champ magnétique, ce que Mars a perdu il y a 4 milliards d'années. Ce bouclier magnétique qui fait que quand vous avez des attaques du vent solaire, ça emmène les particules sur les pôles et ça fait les fameuses aurores boréales qu'on veut tous regarder. Mais ça canalise cette énergie et ces dommages sur une zone très restreinte vers les pôles de la Terre. Alors que sur Mars, toute l'atmosphère est attaquée parce que Mars a perdu son champ magnétique assez rapidement dans son histoire. Donc elle n'a pas ce bouclier, ce parapluie autour d'elle. Ce qui fait qu'il y a 4 milliards d'années, entre moins 4 et moins 3,7 milliards d'années, donc pendant 400 millions d'années, il y avait probablement un océan sur Mars. Un océan qui était à peu près comme l'océan Arctique sur Terre, à peu près autant d'eau. Donc une grande importance d'eau. Et voilà aujourd'hui l'état de Mars. Un désert desséché, très peu d'atmosphère, très ténue, qui est encore en train de partir. Et le peu d'eau qui reste, elle a perdu 87% de son eau, le peu d'eau qui reste est confiné dans les calottes de glace qui se forment au pôle. C'est tout. Donc ça n'est pas du tout quelque chose qui est éternel, une atmosphère. Ça évolue dans un sens ou dans l'autre, mais ça peut évoluer de manière très dramatique. C'est un petit peu la leçon qu'on a apprise de l'exploration spatiale, et c'est une leçon très importante dans la situation où on se trouve aujourd'hui à jouer les apprentis sorciers avec notre propre atmosphère. Si on cherche d'autres havres de paix dans le système solaire, on oublie les géantes gazeuses parce que là il n'y a pas de surface. On passe directement sur les mondes glacés que sont les planètes naines comme Pluton, Eris, Sedna et les autres. Vous voyez ici une photo quand on a survolé Pluton de la région où il y a de belles montagnes. Ce sont des montagnes de glace d'eau qui font comme les Pyrénées, 3,5 km d'altitude. Donc c'est même très jolie photo, mais il ne fait que moins 170 degrés, moins 190 degrés. Donc je vous laisse passer là-bas vos vacances si vous voulez, mais personnellement, je préfère le climat niçois. Non, moins 200 degrés, pardon, j'ai trompé. Donc vous voyez que dans le système solaire, pour l'instant, on n'a pas de route de secours, on n'a pas de planète qui puisse nous accueillir si on a un effet de serre qui s'emballe sur Terre. Et vous voyez surtout l'exemple de Vénus qui nous dit pourquoi l'effet de serre pourrait être quelque chose de dramatique. Ça peut être réversible, mais il faut vraiment qu'on réagisse vite et bien.
et pas comme Donald Trump. Qu'en est-il des satellites dans le système solaire? Si les grandes planètes géantes ne sont pas habitables, on va tous les tester. Non, c'est ouais. C'est très directif en fait. Je vais essayer. Donc, vous avez ici... Oui, c'est mieux, merci. Donc, on va jeter un coup d'œil du côté des satellites des grandes planètes géantes. Il y en a des dizaines, donc pas question de les passer tous les uns derrière les autres. Mais il y en a quelques-uns qui attirent particulièrement l'attention des missions spatiales futures. Il y a Titan et Encelade autour de Saturne et Io, Europe, pas Io un peu, mais pour d'autres raisons, Europe, Ganymède et Callisto autour de Jupiter. Et pourquoi ça? Parce qu'ils ont une composition telle qu'on imagine qu'à l'intérieur, il y a des océans liquides sous une banquise épaisse. Donc, recherche de vie, peut-être, dans ces océans. On les sépare, Europe et Encelade d'un côté, donc Europe, Jupiter, Encelade là-haut sur Saturne, sur des vraies photos, Titan, Callisto, Ganymède ici, parce que l'épaisseur de la banquise doit être différente. On a quelques 5-10 km d'épaisseur, peut-être, de banquise sur Europe et Encelade, on aurait plutôt 100 km d'épaisseur de banquise sur Titan, Callisto et Ganymède. Donc si on veut perforer, là, c'est beaucoup plus difficile. Ça vous dit pourquoi les missions vont d'abord essayer d'aller voir du côté d'Encelade et d'Europe. Mais on cherche, pourquoi? D'abord, vérifier qu'il y a bien des océans là-dessous. Et d'autre part, est-ce qu'il y aurait des eaux propices au développement de la vie? Je vais insister là-dessus après. Le développement de la vie s'appuie sur la chimie du carbone, en tout cas la vie que nous connaissons sur Terre, les formes de vie que nous connaissons sur Terre. Et ces planètes, ces satellites ont beaucoup de chimie organique. Un exemple, c'est Titan. Titan, c'est une raffinerie de pétrole. En clair, vous avez une atmosphère riche en méthane et d'azote, et avec l'influence du rayonnement solaire, vous avez fait tous les hydrocarbures à l'intérieur de l'atmosphère, sans difficulté, à tous les étages. On va depuis des aérosols, donc déjà des molécules très complexes, jusqu'à tous les hydrocarbures aromatiques. Donc énormément de chimie complexe. Mais bon, moins 180 degrés, donc ça limite quand même. Il pleut de l'éthane. Oui, c'est assez cocasse. Il y a des lacs d'éthane. Donc, on va aller voir du côté d'Encelade et d'Europe d'abord, parce que les sondes qui sont passées ont remarqué, ont pris des photos. Vous voyez ici une éruption. Vous avez ici des éruptions aussi qui sortent de ces griffes du pôle sud d'Encelade. Et on a mesuré, ce sont des geysers qui sont un petit peu plus puissants que ceux d'Yellowstone, parce qu'ils vont jusqu'à des dizaines de kilomètres d'altitude. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gravité sur ces satellites, ce sont des petits objets, donc tout ce qui s'échappe peut s'échapper assez rapidement et assez facilement. Mais la composition, il y a de l'eau et il y a des sels de calcium, des sels de sodium, des sels de magnésium. Donc ça veut dire que quelque part, au fond, l'eau est au contact de roches. Il y a même dans ces geysers ici des grains de silicate qui ont été expulsés. Donc, ça veut dire que si océan il y a, probablement pour sortir ça, si l'océan il y a un océan qui est au contact de la roche, au fond. Et ça, c'est un phénomène très important parce qu'il y a quelques 4-5 ans, les géophysiciens, les géologues ont découvert que, vous avez ici, regardez pas ça, c'est un pense-bête pour moi, vous avez ici ce camembert qui vous montre dans toute la proportion de vie qu'il y a en différents lieux de la Terre. Si vous prenez toute la forme de vie sous les animaux, vous avez le petit point au centre qui représente même pas 0,1% de toute la vie sur Terre. Si vous prenez la vie dans les océans et dans les sols, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la biosphère, vous arrivez péniblement à 30%. Si vous prenez la vie qui est sous Terre, vous êtes à 70% et plus. Et quand on dit sous terre, ça va jusqu'à des kilomètres sous terre. Jusqu'à 5 km
sous le croûte océanique. Non, c'est 2 km, voilà, je l'ai écrit. 2-3 km sous les croûtes océaniques et 5 km sous les continents. Et on trouve de la vie partout sous terre jusqu'à ce qu'il fasse 102 degrés de chaleur. Donc le volume fait que vous avez énormément de vie sous terre, dans les roches, d'où l'importance aux roches. Et dans les roches, une vie qui ne vit pas de photosynthèse, donc de chimiosynthèse. Et les gens sont en train d'essayer de réfléchir en biologie, quelles formes de chimiosynthèse peuvent maintenir la vie, ou dormante ou active, il y a les deux, pendant des millénaires. Et cette réalisation fait que, au sens on a réalisé ce qui se passait, fait qu'on donne beaucoup plus d'importance à ce contact aux roches, parce que les biologistes commencent à penser que la vie est peut-être née grâce à la catalyse des roches, soit pour protéger la vie de l'environnement des rayons ultraviolets, soit pour faire les premiers prémices de sources d'énergie par chimiosynthèse à partir de ferrite ou d'hydrogène et d'eau et de CO2 qui étaient présentes dans l'atmosphère au départ. D'où l'importance d'aller chercher s'il y a des océans sous les banquises de nos satellites, parce que peut-être qu'on aurait les premières briques de la vie là pour comprendre un peu mieux comment ça s'est passé sous Terre. Et aussi pour essayer de comprendre, regarder la vie sur d'autres planètes. Donc quelles autres planètes on a ? On en a plein. C'était un Graal il y a 20 ans. Et ce Graal, maintenant, on en a des photos pléthores. On a même des animations. Vous voyez ici 3 planètes qui tournent autour d'une étoile qu'on a masquée pour bien voir les planètes autour. Ce sont des vraies images. Ici, vous avez 2 planètes autour. L'étoile est masquée aussi. Et vous voyez un disque de poussière qui est le reste de ce qui n'a pas été encore construit en planète. Ce système a quelques millions d'années, 5 millions d'années, c'est tout jeune. Ces planètes sont toutes jeunes. Donc ce système est encore en construction. Donc on est en train d'étudier comment il fonctionne. Donc des planètes, on en a ici d'autres exemples. Voilà un autre système où vous voyez la matrice, ces ensembles de grains de poussière, de petits grains, ça va jusqu'au kilomètre à peu près, depuis le micron jusqu'au kilomètre, avec des petits bouts de silicate, des petits bouts de grains de poussière carbonée et des glaces, beaucoup de glaces. Quand on dit les glaces, c'est l'eau, l'ammoniac, le méthane, à peu près, hein, sont les 3 éléments qu'on retrouve le plus. Et les planètes vont se construire à partir, on le voit bien d'ailleurs, cette planète a creusé un sillon dans ce matériau. La construction des planètes, c'est un jeu de ramasse-miettes. Les grains s'accumulent, font des cailloux, les cailloux s'accumulent par gravitation, ils se cognent, ça se casse, ça recommence un petit peu plus loin. Et petit à petit, la planète va s'agréger et puis va jouer le ramasse-miettes, ramasser tous les grains qu'elle trouve pour grossir, grossir, grossir. Mais c'est un phénomène extrêmement dynamique. Pas du tout, je tourne, je ramasse, j'accrète, je construis. Pas du tout. Vous voyez ici un modèle, un vrai modèle sophistiqué, même si ça a l'air un peu naïf. Vous voyez qu'il y a des grains, des protoplanètes qui se forment, et puis après, alors on recommence, voilà. Vous voyez qu'il y a des régions de surdensité qui se forment dans ce grain de disque de tout petits grains. Ça va s'agréger, ça va se déchirer, ça va se tamponner. Il y en a qui vont mélanger pour faire un plus gros objet. Il y en a d'autres, au contraire, qui, dans l'impact, vont se casser. Quand ça va se casser, il y en a qui peuvent être carrément éjectés du système. On connaît plein de planètes sans étoiles, hein, qui vivent dans la nature, qui ont été éjectées de leur système planétaire. Donc c'est un phénomène extrêmement dynamique où les interactions entre les objets peuvent être très différentes. Et du coup, le résultat fait qu'on a pléthore de planètes différentes. Aujourd'hui, on en est à, depuis 1992-95, où on a détecté les premières exoplanètes. À la date d'avant-hier, on avait 6298 planètes confirmées. Puis on en a 7000 de plus qui sont en cours de confirmation. Donc qui sont confirmées et qui ont une variété énorme de situations. On ne s'y attendait pas.
on cherchait des systèmes solaires bis partout, c'est-à-dire avec des planètes telluriques, des grandes géantes et puis 3 cailloux qui traînent à l'extérieur. En fait, on a été surpris par la diversité des situations. Vous voyez ici un graphique qui vous montre la distribution en masse des objets rapportés à la Terre. Donc, 1 ici, c'est la Terre. Et en fonction de la diversité des flux d'irradiation de l'étoile. Si vous êtes très près de l'étoile ou très loin de l'étoile, vous ne recevez pas la même quantité de chaleur, de lumière de l'étoile. La Terre reçoit 1300 watts en permanence du Soleil par mètre carré. Donc ici, c'est rapporté à la Terre. Donc, vous voyez les planètes, désolé pour ma voix cassée, les planètes Vénus, Terre, Mercure, Mars et autres dans ce graphique. Ça vous dit tout de suite que tout ce qu'on observe, c'est différent, puisqu'ils vivent dans une région complètement différente. Alors, ce n'est pas parce que l'immense majorité des planètes est différente de la nôtre, mais c'est parce que les moyens qu'on a de les observer nous restreignent à cet espace-là, pour l'instant. On va grignoter, on va aller de plus en plus vers des planètes de style de celles qu'on connaît bien dans le système solaire. Mais pour l'instant, on est limité. Mais par contre, la surprise a été colossale. Nos planètes géantes sont froides, parce qu'elles sont loin de leur étoile. Toutes les planètes géantes qu'on a trouvées sont très très près de leur étoile. Très 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 près, plus près que Mercure dans notre système solaire. Très chaudes, des milliers de degrés, 10 000 degrés dessus. On a trouvé des Neptunes, ok, Neptune il est là. On a trouvé des mini-Neptunes, c'est-à-dire des planètes qui sont entre la Terre et Neptune. C'est pas trop bien les classer, il y en a qui disent des super-terres, d'autres qui disent des mini-Neptunes. Bon, peu importe, ce sont des planètes qui n'existent pas dans notre système solaire. On a trouvé des mondes de lave, c'est-à-dire des objets qui sont pas loin de la taille de la Terre ou de Vénus, mais dont la température est de 2000 degrés. Parce qu'elles sont près de leur étoile et elles sont en fusion. Donc, on a trouvé énormément de planètes dans la Voie lactée, dans notre galaxie. On estime qu'il y a des centaines de milliards de planètes. De celles-là. Alors, quand on aura exploré tout cet espace-là, avec les moyens technologiques qui auront avancé, on augmentera le chiffre. On arrivera peut-être à 1000 milliards de planètes dans la Voie lactée. Alors, il y a des planètes, je vais zapper là-dessus, mais vous avez des planètes. Vous voyez ici toujours la masse par rapport à la masse de la Terre en fonction de la taille par rapport à celle de la Terre. Donc la Terre est là. Et vous voyez que si vous êtes près de cette ligne-là, vous êtes un monde de glace, d'eau, pas loin de l'eau. Si vous êtes sur cette ligne-là, vous êtes un monde tellurique, comme Mars, Terre, Vénus. Si vous êtes sur cette ligne-là, vous êtes un monde de fer, comme le cœur de la Terre, fer-nickel. Donc on trouve toutes sortes de choses. On trouve beaucoup de mondes glacés, on trouve beaucoup de mondes en fusion. Une grande, grande diversité. Et évidemment, j'ai l'avant-dernière diapo, on va se concentrer sur chercher des systèmes où il y a des planètes dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. La zone d'habitabilité, c'est la zone où l'eau aurait une chance d'être liquide. C'est-à-dire qu'il faut à peu près la bonne température et la pression au sol s'il y a une atmosphère. Donc trouver une atmosphère et avoir une température qui permettrait des océans. Donc cette zone d'habitabilité, elle est dessinée souvent par la NASA en vert, ici. Donc elle va en gros de Vénus, sauf qu'avec l'effet de serre, Vénus n'a pas les bonnes conditions, jusqu'à Mars, en gros. Et on trouve quelques systèmes comme ça. Pour l'instant, on a trouvé des systèmes sans atmosphère dans ces régions-là, malheureusement, donc des terres purement rocheuses, pas de traces d'atmosphère, ou bien des mondes de lave, c'est-à-dire en fusion parce qu'ils sont trop près de leur étoile. Et puis, il y a ce système trappiste découvert par les Belges, c'est pour ça que c'est appelé d'après les bières belges, le monde de trappistes, qui est un monde qui pourrait ressembler au système solaire. 7 planètes, plutôt rocheuses, donc plutôt telluriques, sauf que c'est un système tout petit. Il se contiendrait en entier à l'intérieur largement de Mercure. Mais c'est parce que son étoile est très peu lumineuse et moins chaude, donc les planètes peuvent être très près de leur étoile sans être brûlées. Malheureusement pour l'instant,
La planète la plus proche ici, 230 degrés côté jour, donc c'est comme un Mercure. C'est une planète désolée et sèche. Et celles qui sont E, F et G ici, pour l'instant, ne montrent pas de signes caractéristiques d'avoir des atmosphères et des océans et tout. Mais c'est complètement encore à l'étude et on n'est pas du tout en capacité de le dire. Mais vous voyez que c'est un système qui est entre 5 et 10 milliards d'années, comme nous on en a 4,5. Donc on a un espoir de trouver quelque chose de ressemblant à des planètes éventuellement habitables. Seulement TRAPPIST se trouve à 40 années-lumière de nous, donc le voyage est un petit peu loin pour y aller. Donc on a beaucoup de planètes de style terrestre, on en a 86 dans les catalogues en ce moment, et sur ces 86, elles sont à moins de 200 années-lumière. Donc à l'échelle de l'univers, à l'échelle même de notre galaxie, c'est la porte à côté. Seulement à l'échelle de notre technologie, même si Musk aimerait bien qu'on envoie des téléphones pour prendre des photos, c'est pas du tout possible à l'état actuel des technologies. Donc quand on voit ça, et qu'on voit cette photo magnifique de la Terre qui a été prise par Artemis il y a quelques semaines, photo étonnante, c'est la Terre éclairée par la Lune. Et le petit point là, c'est Vénus. Donc, quand on a cette photo magnifique où on a quand même une planète océan, on a quelque chose qui est assez unique pour l'instant. Je vous rappelle qu'on n'est pas capable encore de descendre dans ce graphe masse, distance à l'étoile, avec des objets de style Terre, Mars ou Vénus, mais on le sera bientôt. On a plutôt des géantes, on a des mondes de lave, on a des mondes glacés, on a des mondes rocheux sans atmosphère, mais on n'a pas encore de terre de rechange facile. Mais en tout cas, on apprend que les planètes, c'est un phénomène ultra commun, qu'une planète dans la zone habitable, c'est facile à trouver, mais une planète dans la zone habitable qui soit une planète océan avec des continents, là, ça devient un petit peu plus spécifique. Donc on habite une rareté pour l'instant, mais je vous dis, peut-être que dans 20 ans, on dira autre chose parce qu'on en aura trouvé pléthore. Mais de toute façon, vu les distances, on n'est pas prêt de se servir d'une terre de rechange. Donc comme le disait Alice tout à l'heure, prendre soin de la terre, c'est vraiment, vraiment une urgence. Merci. Merci beaucoup Isabelle Grenier, astrophysicienne qui nous a fait voyager dans le monde Désolée d'avoir des forcé planètes. sur la voie, j'ai l'impression de croasser. Est-ce qu'on prend, Antoine, est-ce qu'on prend quelques questions? On prend 2 questions, j'ai vu 2 mains se lever. Toute la journée là, si vous voulez poser les questions offline. Alors, je passe le micro, première question. Bonjour. Alors déjà, je voudrais remercier Janine pour l'organisation. Ça marche? Oui, c'est bon. Donc déjà, je voudrais remercier Janine pour l'organisation de la journée. Je trouve qu'effectivement, les thématiques sont particulièrement pertinentes, notamment ce que moi j'appelle la transition climatique. Donc on est en plein dans le sujet. Vous m'entendez pas? Non, c'est... D'accord, comme ça c'est mieux? Ok, oui. Donc il faut effectivement parler contre le micro. Donc je disais... effectivement, les thématiques sont pertinentes et notamment ce que j'appelle donc la transition climatique. Je voulais aussi remercier Alice parce qu'effectivement, si là je suis là ce matin, moi c'est principalement pour les jeunes, donc pour lesquels je m'inquiète beaucoup. Donc voilà, je suis là vraiment pour qu'ils aient un futur qui soit à peu près décent. Et je pense que c'est de la responsabilité de l'ensemble des adultes. Alors en fait, c'est pas vraiment une question en tant que telle, mais disons, en tout cas, je reprends l'idée de l'urgence climatique dont vous parlez. L'urgence de prendre soin de la Terre. Je suis un peu loin, excusez-moi. L'idée, si vous voulez, c'est que la précédente intervention de Karine Durand utilisait l'expression réchauffement climatique. Et il y a un certain nombre de scientifiques, et je voulais aussi avoir votre avis justement sur ça, qui préfèrent utiliser un autre terme, parce que dans réchauffement climatique, les gens retiennent surtout le terme de réchauffement, donc ils ont plus des images qui ont été véhiculées d'ailleurs par les médias, de gens qui sont à la plage en train de se dorer la pilule, ce qui évidemment n'est pas une bonne motivation pour le changement. Et donc un certain nombre de scientifiques, je partage ce point de vue-là évidemment, préfèrent utiliser le terme de réchauffement planétaire et du coup de dérèglement climatique, puisque du coup on comprend mieux l'idée que justement le dérèglement climatique c'est un climat qui n'est pas adapté. Voilà, je voulais juste échanger avec vous sur ça, si vous pensez qu'en termes de com, si c'est pertinent,
effectivement de mettre de côté l'expression qu'utilisent malheureusement les médias et le grand public de réchauffement climatique et donc plutôt d'utiliser dérèglement climatique. Désolé pour la longueur de l'intervention. On emploie les gens, moi je suis astrophysicienne, hein, donc pas spécialiste du climat, mais les gens emploient les deux dans nos communautés. Dérèglement, c'est plus quand on va insister sur l'impact des activités humaines. Réchauffement, vous avez vu qu'il y a des variations de plusieurs degrés sur 100 000 ans, 40 000 ans, 26 000 ans. Ça, ce sont les parties naturelles de l'histoire. La seule chose qui est sympathique, c'est qu'on est peut-être en sortie d'un cycle qui était naturellement chaud, auquel cas ça nous donnerait une petite soupape de sécurité pour avoir le temps de prendre conscience et de rectifier le tir. Mais ne le dites pas en dehors de cette pièce, parce que sinon ils vont tous se précipiter pour dire oui, bon, bah, demain je rase gratis et puis on verra bien ce que ça donne demain. Non, il y a quelque chose qui est important. C'est pour ça que j'insistais au début, il faut réaliser que quelques degrés, c'est énorme. Tout à l'heure, je vais faire le calcul de 1 degré dans l'atmosphère, combien ça dépose d'énergie. Et cette énergie, elle va se retrouver ailleurs. Donc, contrairement à ce que disait Karine Durand tout à l'heure, elle va se redéposer. Donc, il y aura plus de tempêtes, il y aura plus de phénomènes extrêmes, parce que c'est un objet turbulent, l'atmosphère. Et il n'y a pas que l'atmosphère, hein, il y a aussi la Terre en dessous. Donc cet objet turbulent ne répond pas de manière calme. En général, si vous avez, c'est l'effet de l'aile de papillon qu'on dit bien, s'il y en a un qui bouge d'un côté, ça fait bouger un peu plus et ça va loin. Vous avez vu ça dans la formation des planètes, dans cette modélisation. Comment ça démarre va influer sur la suite, qui va influer sur les rencontres, qui va influer sur les attractions gravitationnelles des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de gros modèles comme ça, parce qu'on n'est pas capable de prédire l'état final stable sans avoir tous ces détails. C'est la même chose pour le climat. Il y aura de toute façon plus d'énergie dans l'atmosphère et elle va le déposer. Il n'y a pas à tortiller. Les mers s'évaporent plus, c'est pour ça qu'il y aura plus de pluie. Enfin, plus de redescente d'eau. Après, comment elle redescend, si elle redescend gentiment ou par, pas tornade, mais poche, goutte d'eau, voilà, je cherchais le terme. Voilà. Donc, dérèglement est bien dans le sens où ça appuie sur le fait qu'on en est responsable. Réchauffement, c'est vraiment la conséquence vraie à laquelle il faut qu'on s'attaque, c'est-à-dire si on ne gère pas, qu'est-ce qui se passe et comment on peut évoluer. Quand on dit que ça va impacter la vie, c'est faux. La Terre a connu des périodes chaudes, beaucoup plus chaudes que ce qu'on prédit. Bipède, des yeux, une bouche qui parle, là, c'est notre affaire. Mais la vie s'en est sortie, largement. Et la vie sous terre. S'il vous plaît. Bon, alors, justement, vous avez parlé de la vie, de 70% de vie sous la terre par chimiosynthèse, mais c'est quoi la vie? Des cellules qui se reproduisent. Okay. Et voilà, ce sont des cellules formées. Oui. Alors, je ne sais plus si ce sont des prokaryotes ou des eucaryotes, désolé, là j'atteins mon niveau d'incompétence, mais ce sont des cellules. Et quand ils mettent une goutte d'eau, elles repartent. Elles sont dormantes très souvent, donc elles vivent à l'économie d'énergie, elles, mais ce sont des cellules en toute... Oui. C'est pour ça que les astrobiologistes commencent à regarder de près une histoire de la vie assez différente de ce qu'on imaginait avec l'expérience où on mettait un peu d'eau et des rayons ultraviolets avec les bonnes molécules pour démarrer les premières cellules. Bonjour. Petite question. Vous parlez d'une éventualité d'une piste à explorer à 200 années-lumière. Imaginons qu'effectivement il y ait une Terre qui puisse nous accueillir là-bas. C'est juste techniquement impossible que d'aller là-bas, semble-t-il. Aujourd'hui, mais à part la téléportation ou autre. Dans 2000 ans, je ne sais pas. Dans l'état de la physique actuelle, il nous faudrait 200 ans à la vitesse de la lumière pour y aller. Maintenant, on est au XXIe siècle. Hein. Si on avait dit ça au temps des pyramides, on aurait dit d'aller de l'autre côté en Amérique, ce n'était pas possible. Donc c'est peut-être possible un jour dans le futur. On imagine si on ne s'est pas autodétruit avant. On imagine que d'aller plus vite que la vitesse de la lumière pourrait être
accessible dans le futur. Pour l'instant, non. Mais la vitesse de la lumière, c'est une barrière qui Ok. n'est pas franchissable. Ça veut dire que vous pouvez aller plus vite que la lumière si vous étiez déjà plus rapide que la lumière. Ok. Vous ne pouvez pas Oui, passer je comprends. d'un bord à l'autre. Mais il y a des particules qui peuvent aller plus vite que la lumière. Mais elles vivaient dans cet espace-là. Elles ne peuvent pas redescendre à moins que la vitesse de la lumière. Voilà. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Juste pour relativiser votre question, déjà pour aller du côté de Pluton ou de Neptune, il a fallu 15 ans de voyage avec des sondes qui ne sont pas habitables parce qu'on leur a donné un gros coup d'accélérateur au départ. Donc ça donne une idée de la dimension. Et je serais ravie de répondre à toutes vos questions. Oui, donc Isabelle Grenier sera là toute la journée, donc vous pourrez continuer à lui poser des questions.